Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole pour aborder ce sujet délicat auquel j'ai donné pour titre « Nationalité et citoyenneté dans les départements français d'Algérie, utopies et réalités ». Je limiterai mon exposé dans les 20 minutes qui viennent à 3 questions majeures. Comment se pose le problème de la citoyenneté au premier temps de la conquête? Comment le problème posé fut finalement mal résolu et pourquoi? Quelles en furent les conséquences à l'époque, mais aussi quelles en sont les conséquences aujourd'hui? Du temps des Turcs, les musulmans de la régence d'Alger sont apatrides, le sultan n'ayant jamais voulu leur accorder la nationalité turque. Leur identité est fondée d'une part sur leur appartenance à la communauté universelle des croyants, l'Oumma, et d'autre part sur leurs appartenances tribales. Quant aux indigènes israélites, qui vivaient là bien avant la première conquête arabe, ils sont également apatrides et de plus dans une position de dimitude par rapport à l'ensemble des populations musulmanes. Tous les indigènes musulmans et israélites qui habitent ce territoire vont devenir français le 24 juillet 1834, date à laquelle la régence d'Alger est déclarée possession française par le roi Louis-Philippe. Quant à l'appellation d'Algérie, elle apparaît régulièrement dans le bulletin des lois dès 1838 et devient officielle le 14 octobre 1839, date de la lettre du général Schneider, ministre des Armées au maréchal Vallée, qui recommande d'utiliser cette appellation dans tous les actes et courriers officiels. Mais nationalité ne fait pas citoyenneté. Ces nouveaux Français restent soumis en effet à leurs lois respectives, loi coranique pour les musulmans, loi mosaïque pour les Israélites. À partir de la Seconde République, l'Algérie se conçoit de plus en plus comme un prolongement de la France. Et le législateur veut offrir progressivement à tous les Français d'Algérie un accès aux droits civils et politiques identique à celui des Français de France. La Constitution de novembre 1848 reconnaît aux Français d'Algérie un droit de représentation à l'Assemblée nationale. Plus loin, son article 109 précise que le territoire de l'Algérie sera régi par des lois particulières jusqu'à ce qu'une loi spéciale le place sous le régime de la présente Constitution. Le 9 décembre 1848, l'Algérie est partagée en 3 provinces comprenant 3 territoires militaires et 3 territoires civils érigés en départements, Oran, Alger, Constantine. Le président de la République, devenu empereur, fera 2 voyages en Algérie avant de promulguer le Senatus Consulte d'inspiration saint-simonienne du 14 juillet 1865. Ce texte prévoit, dans une totale symétrie, que les indigènes musulmans ainsi que les indigènes israélites peuvent, sur leur demande, être admis à jouir des droits civils et politiques des citoyens français à la double condition d'en faire la demande individuellement, de déclarer officiellement qu'ils abandonnent leur statut personnel. Le Senatus Consulte ne rencontre pas un succès foudroyant. Durant les dernières années de l'Empire, on estime que les demandes d'accession à la citoyenneté française sont en moyenne de l'ordre de 35 par an du côté musulman, pour une population de plus de 2 millions de personnes, de 30 par an pour un total d'environ 35 000 indigènes israélites. La Troisième République naissante hérite du dossier et très rapidement sont pris les décrets Crémieux le 24 octobre 1870. Ils n'offrent plus la belle symétrie que l'on a dans le Senatus Consulte. Essayons d'en comprendre les raisons. D'abord, le décret numéro 136. Il propose aux indigènes israélites une solution collective d'accès à la citoyenneté française. Pourquoi ?
Ces populations aspirent à l'émancipation et considèrent que la France les a tirés du joug tyrannique des Turcs et de leurs conditions de dhimmi. Ils se sont battus pour obtenir une solution collective. Dès 1864, ils envoient pétition sur pétition au Sénat impérial. Chaque année, les 3 conseils généraux d'Algérie les appuient, considérant que les preuves de patriotisme ne manquent pas et ni les services rendus par cette communauté pour que soit répondu à leurs demandes. Enfin, ils sont soutenus par les Israélites de France et par une grande partie de l'opinion publique de la métropole. Ce décret Crémieux énonce dans son article unique d'une grande simplicité: les Israélites indigènes des départements de l'Algérie sont déclarés citoyens français. En conséquence, leur statut réel et leur statut personnel sont réglés par la loi française. En revanche, et de manière non symétrique cette fois-ci, le décret Crémieux numéro 137 ne propose pas de dispositions collectives pour les indigènes musulmans. Il se borne à rappeler les modalités d'accession individuelle à la citoyenneté française. Ce traitement dissymétrique peut s'expliquer par le décalage entre utopies et réalités. 3 utopies en fait et une réalité incontournable. Première utopie, celle de croire que les principes républicains, réputés universels, peuvent susciter une adhésion rapide des masses musulmanes. Si pour les Français de France, le Code civil est considéré comme la véritable constitution des Français, selon l'expression du doyen Jean Carbonnier, imaginons un instant ce que peuvent signifier pour un musulman, fût-il français depuis 1834, l'abandon de la polygamie, l'abandon du droit à la répudiation de la femme par le mari, l'abandon du droit de contrainte matrimoniale du père sur sa fille, l'abandon du privilège successoral des mâles, etc. D'ailleurs, les bureaux arabes, qui connaissent bien ces populations du bled, dont ils sont très proches, ne croient pas à une assimilation massive de toutes les populations indigènes. De plus, n'oublions jamais les chiffres de population, le rapport de 1 à 10 en faveur des Français musulmans. On peut comprendre alors l'inquiétude sur le plan politique des quelques 250 000 Européens installés difficilement sur des territoires souvent hostiles, peuplés de plus de 2,5 millions de musulmans. La deuxième utopie, sans doute celle de croire qu'un indigène musulman peut réaliser une démarche individuelle quand on connaît le poids du groupe tribal sur l'individu. Rappelons qu'en 1830, pas de nation, pas d'État, mais un grand nombre de tribus. On dénombre 950 tribus regroupant de 500 à 3000 personnes chacune, et quelques villes qu'on peut compter sur les doigts d'une main. La tribu rassemble les descendants d'un même ancêtre et représente également une communauté de culte et un lieu d'arbitrage des conflits. Elle est placée sous l'autorité des anciens. C'est un cadre extrêmement contraignant pour l'individu. Et celui qui ne respecte pas ces règles en est chassé sans espoir de retour. Le recensement de 1861 nous indique que 2 400 000 Français musulmans vivent dans les tribus, contre seulement 360 000 dans les villes. Il y a tout de même quelques exceptions notables et de grandes familles musulmanes demandent et obtiennent la citoyenneté française dans le cadre du Senatus Consulte de 1865. Citons les noms des familles Ben Ghana, Sidi El Haribi, Ben Sedira, Saya et bien d'autres. La troisième utopie, enfin, celle de croire qu'un indigène musulman peut opter pour le code civil sans être considéré aux yeux des siens comme un apostat. Il est alors rejeté immédiatement hors de sa communauté d'origine, voire condamné à mort, comme le Coran le prévoit dans la sourate 4 au verset 91. L'islam, en effet, ne distingue pas ce qui relève du spirituel de ce qui concerne les règles de la vie quotidienne ou de l'arbitrage des conflits. Il constitue un système de pensée totalisant. En outre, la pression des confréries religieuses et des marabouts est extrêmement forte à cette époque.
Elles sont le véritable moteur de la société musulmane. Chaque indigène musulman, ou presque, est affilié à une confrérie. Trois utopies donc face à une réalité incontournable, la hijra. La conquête entraîne jusqu'à la fin du XIXe siècle de nombreux cas d'exode de Français musulmans vers la Syrie et d'autres pays musulmans du Moyen-Orient, mais aussi vers la Tunisie et le Maroc, au motif que des musulmans ne peuvent vivre sous l'autorité des chrétiens. C'est la hijra, l'exil volontaire vers des pays musulmans reconnus terre d'islam. Et donc, plutôt partir que d'accepter la citoyenneté française. C'est d'ailleurs pour cette raison que Bugeaud a demandé et obtenu, et 50 ans plus tard, le gouverneur Jules Cambon, également, une fatwa du grand moufti de la Mecque déclarant l'Algérie terre d'islam. Ils espèrent ainsi stopper les départs et ceci diminue. Ces trois utopies et cette réalité incontournable indiquent clairement qu'il était peu probable qu'un jour, la grande masse des Français musulmans abandonne la charia pour le code civil. Puisque par définition, en terre d'islam, c'est la charia qui s'applique. On se trouve donc devant un échec grave de l'assimilation des indigènes musulmans dans la citoyenneté républicaine. Cela semblait une opération impossible. Que fallait-il donc faire? Les avis étaient partagés. Napoléon III envisage d'abord une politique de juxtaposition pacifique des communautés, puis un royaume arabe, une idée vite abandonnée. Les francs-maçons pensent de leur côté qu'il faut supprimer les écoles coraniques, implanter massivement les écoles de la République sur tout le territoire pour faire œuvre de civilisation. C'est notre plus haute vocation, comme le pense également Victor Hugo et plus tard Jules Ferry. La tradition raconte que les officiers francs-maçons du corps expéditionnaire auraient tenu une première réunion dès le 15 juin 1830, prenant, dit-on, possession de la terre barbaresque au nom de la civilisation, de la tolérance et du progrès. À chaque congrès maçonnique, à partir de 1905, la question de l'enseignement est à l'ordre du jour. Les francs-maçons demandent la création d'écoles laïques dans les douars, la suppression des médersas, la création et le développement des écoles primaires pour les garçons, mais aussi pour les filles musulmanes. Ils proposent d'abolir la polygamie, comme on l'a fait pour l'esclavage. Reprenant partiellement ces idées, les gouvernements successifs croient par ailleurs possible de moderniser et de faire évoluer l'islam en direction des principes républicains. En assurant la formation des fonctionnaires musulmans, en particulier des cadis et des imams dans les médersas, en mettant en place, en 1905, une commission de codification du droit musulman, dont les travaux aboutissent à la rédaction d'un avant-projet de code de droit musulman algérien, le code Moran, publié en 1916, mais jamais promulgué. Dans les années 1935-36, Ferhat Abbas fait encore partie d'une minorité d'intellectuels évolués qui réclament la citoyenneté française de manière automatique. Ceci lui sera vertement reproché par Messali Hadj. La majorité des musulmans est alors favorable à une mesure collective en leur faveur, mais à condition de ne pas toucher à leur statut personnel coranique. Parallèlement, dès 1931, le mouvement des oulémas réformistes de Ben Badis prône un retour à la vérité de l'islam, en référence aux vertueux ancêtres. Il refuse la citoyenneté française comme contraire à l'islam. Celui qui en fait la demande est un apostat. Il crée et contrôle jusqu'à 130 médersas en 25 ans, où il apporte à la jeunesse musulmane un enseignement complet, un islam considéré comme purifié de toutes les déformations qu'il avait dénaturées, y compris la tentative de codification du droit musulman. C'est dans ces médersas, d'ailleurs, que seront formés la plupart des futurs dirigeants du FLN et de l'ALN.
Un rapport de police de 1935, dans le Constantinois, cite le cas d'un musulman ayant opté pour la citoyenneté française. Désirant enterrer son enfant au cimetière musulman, il en est empêché par une troupe de coreligionnaires ralliés aux oulémas réformistes. Il faut l'intervention de la police pour célébrer les obsèques. Un peu plus tard, en octobre 1940, comme l'a rappelé Monsieur le Président, le régime de Vichy abroge le décret Crémieux, numéro 136. La citoyenneté française est retirée immédiatement aux Français de confession israélite. Que vaut alors, aux yeux des Français musulmans, une citoyenneté que l'on peut retirer arbitrairement quelques décennies après l'avoir octroyée? La République accepte, en 1944, en 1946, en 1958 enfin, de donner à un nombre croissant de Français musulmans, et finalement à tous, une citoyenneté dans le statut, tandis que les plus engagés des nationalistes la refusent et exigent l'indépendance. Cet échec du principe sacré de l'égalité de tous devant la loi, conquête de 1789, est inscrit dans la Constitution française de 1946 d'abord, puis dans celle de 1958 dans les termes suivants. Les citoyens de la République, qui n'ont pas le statut civil de droit commun, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé. Article 75. Au terme de cet exposé, deux conclusions semblent devoir s'imposer. Faute d'avoir réussi à faire évoluer la société musulmane, peut-être par désintérêt, méconnaissance profonde de ce qu'elle est, à se dresser de la part des gouvernements successifs de la lointaine métropole. C'est un échec des principes républicains que l'on assiste en Algérie, conduisant une communauté à se dresser contre l'autre comme deux citoyennetés incompatibles. En 1956, Jacques Soustel résume la situation par ces mots. D'un côté, on dit que pour être un bon Français, il faut cesser d'être musulman. De l'autre, que pour être un bon musulman, il ne faut pas être ni devenir français. La convergence des aveuglements jouait contre l'évolution paisible et raisonnable de l'Algérie. Ceux qui en ont payé le prix, ce sont les Français d'Algérie et les musulmans fidèles à la France, désignés comme boucs émissaires. Confrontés depuis toujours à la négation de leur existence, pour reprendre la formulation d'Emmanuel Navarro, leur destin s'acheva dans l'exode, l'exil forcé, le bannissement. On peut craindre par ailleurs que cette douloureuse expérience algérienne n'ait servi à rien, puisque, loin d'en avoir assimilé et compris les enjeux, de nombreux responsables politiques aujourd'hui veulent nous convaincre que l'islam est compatible avec la République, que l'on va construire un islam de France et qu'en recréant l'équivalent des médersa, on pourra contrôler les imams. Un certain nombre de musulmans en France s'opposent aujourd'hui au principe laïque de la République, estimant qu'ils sont en contradiction avec le statut personnel coranique. Va-t-on revenir dans notre pays au principe de la personnalité des lois, comme finalement ce fut le cas pendant 132 ans en Algérie? Merci de votre attention. Merci, M. Simon. Merci de cet exposé extrêmement éclairant, à la fois dans sa partie historique et au fond dans sa partie conceptuelle. La parole étant libre, je vous laisse naturellement la responsabilité de votre conclusion qui amène à une réflexion qui va au fond un peu au-delà du caractère inachevé du destin des Français d'Algérie. Mais néanmoins, elle est importante. Elle est importante parce que, au fond, on regarde bien que ces lignes, les lignes dont on peut débattre aujourd'hui, dont on entend parler de temps à autre aujourd'hui, et même beaucoup parfois, ces lignes existaient déjà dans le Maghreb et dans la cohabitation entre plusieurs cultures, entre plusieurs religions, entre plusieurs systèmes. Donc, soyons évidemment vigilants sur ce que l'histoire nous enseigne, en particulier sur ces points qui sont des points de friction, des points d'explosion, et qui ne marquent
d'autant plus notre histoire et peut-être notre mémoire que, comme vous l'avez dit, on a refusé de les poser pour ce qu'ils étaient. On a refusé de regarder, ou enfin on n'a pas refusé, mais on a évité de regarder les choses comme elles étaient. Il y a au fond une sorte de déni de réalité dans l'ensemble du système algérien, piloté par la France pendant de nombreuses années. Les Européens d'Algérie ou d'Afrique du Nord font partie également de ce déni de réalité. Il y a une sorte de construction progressive qui est à la fois une construction humaine et une construction illusoire. Et la base de cette construction est finalement, peut-être pas le déni de réalité, mais en tout cas la permanence du louvoiement du bateau par rapport à la réalité et au vent qu'il a à gérer. Voilà. Cette histoire de citoyenneté, de nationalité, je l'ai dit au début de quelques remarques introductives, elle est fondamentale. Elle est essentielle pour comprendre l'évolution de l'Algérie, du Maghreb, et aujourd'hui, il faut bien le dire également, des problèmes de notre société. Ce volet, M. Simon l'a traité de façon très précise et particulièrement intéressante, je l'en remercie. Je voudrais maintenant passer à l'autre volet qui est implicite et qui est parfois explicite, d'ailleurs, que vous avez très clairement exprimé aussi, et qui est celui de la religion, et en particulier vu par un historien prestigieux, qui est M. Pierre Vermeuren, grand spécialiste du Maghreb, spécialiste du Maroc en particulier. De toute façon, en arabe, le Maghreb, c'est le Maroc. L'Algérie n'est qu'une île, au sens littéral du terme, Al-Jazaïr. Le Maghreb, c'est le Maroc. Alors, racontez-nous, M. Vermeuren, comment joue ce problème que vous avez intitulé « La République coloniale face à l'islam en Afrique du Nord ». Et vous avez bien élargi la perspective. Je vous en remercie. Je vous donne la parole.